déjà un petit peu de nouvelles concernant WeInnov, cette communauté dédiée aux méthodologies d'innovation. Certains, je vois des têtes qu'on a déjà vues sur les meetups précédents. On a eu quelques petits couacs à la rentrée précédente pour relancer la machine, et puis on est tous pris en tant qu'indépendants dans nos activités respectives. Ce qui me permet de vous lancer un appel, c'est-à-dire que s'il y a des membres dans la communauté qui veulent se porter volontaires pour intervenir, ou qui connaissent des intervenants, ou même pour organiser, hein, donc vous avez toujours moi, Stéphanie, et Ludo et Benoît qui seront là pour vous aider. Mais en tout cas, ne vous gênez pas à venir vers nous si vous avez des propositions à nous faire, parce que justement, cette communauté, c'est aussi la vôtre. Et elle est participative. Et le but, c'est pas que ce soit toujours nous qui soyons organisateurs. Donc voilà, premier point. Et le point important aussi, c'est que ce qu'on a compris en tout cas des débuts de WeInnov, c'est qu'il y avait aussi un enjeu de marque employeur territoriale. Alors je m'explique. On est un peu au milieu de villes comme Bordeaux ou Nantes, qui sont assez attractives. Hein. Quand on est ingénieur, peut-être qu'on va plutôt aller sur Nantes ou sur Bordeaux. Et le choix de Niort n'est pas forcément évident. Et des choses comme l'événement Niort numérique, donc organisé par Niortech justement, il y a plein de choses qui font que Niort va devenir de plus en plus attractif. WeInnov en fait partie. Donc c'est aussi cet enjeu-là qui est derrière. Et alors par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en effet, quand des gens sont de la région, c'est ce qui s'est passé pour moi quand je suis revenu il y a 5 ans, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et c'est ce qui se passe aussi pour Clara et son compagnon, puisque son compagnon est de la région. Donc c'est la raison principale pour laquelle vous venez vous installer à Niort. Mais l'idée, si on développe bien tout ça, c'est que ce ne soit pas que parce qu'on est de la région qu'on vient de s'installer à Niort. Donc l'attractivité d'ici. Et bien Clara, du coup, je te propose de commencer à te présenter. Bonjour. Je vais me présenter assez rapidement. Je voulais vraiment participer à ce meet-up parce que je trouve ça génial de voir des communautés comme ça qui se forment. C'est un petit peu comme ça que j'ai réussi, moi, à faire mon parcours quand j'étais à San Francisco, en participant à certains événements de communauté. Donc je m'appelle Clara, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une maman américaine et du coup j'ai pu travailler aux États-Unis sans problème. Et donc quand j'avais 21 ans, j'ai pris mes affaires et j'ai été vivre à San Francisco et je suis tombée amoureuse de cette ville qui est vraiment géniale pour plein de raisons. En faisant un petit peu mon parcours là-bas, j'ai commencé à mettre un pied dans le monde des startups et je pense qu'une fois qu'on met un pied dans le monde des startups, on a du mal à retourner en arrière. Et donc voilà, je suis là pour partager un peu tout ça avec vous aujourd'hui. Et alors ton profil, c'est ce que j'avais mis sur le pitch du meet-up, c'est plutôt un profil, on va dire, de COO, projet à bâtir, nouveau projet, bâtisseuse. Voilà, alors CEO, c'est le terme un petit peu classe, on va dire, que les gens peuvent utiliser. En vrai, ce que je fais, c'est quand c'est un peu la pagaille et que tout est désorganisé dans une entreprise et qu'on a besoin que quelqu'un vienne remettre de l'ordre, c'est là où j'interviens. Et donc le terme problem solver est assez approprié, mais operations manager, je pense, c'est plutôt ce terme-là. Parce que les opérations, c'est tous les process, toutes les choses dont il y a besoin pour qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, fonctionne de façon assez smooth. Alors excusez-moi si je mets un peu d'anglais de temps en temps dans mon... Mais j'espère que tout le monde... voilà, je peux traduire. Mais donc voilà, donc on vient me voir pour ça et ce que je fais, c'est ça. Je mets en place des process en utilisant plusieurs façons différentes, que ce soit des bases de données, que ce soit du recueil client, plein de choses. On en parlera plus tard pour que les choses se passent de la meilleure façon possible. Et ce qui est intéressant justement, et on va pouvoir bénéficier grâce à toi Clara, c'est justement des histoires un peu au début des process, parce que dans des startups, surtout dans des scale-up, parce que ça c'est des boîtes très très grandes, mais toi tu as bossé plutôt sur des nouveaux produits, il y a plein de problèmes à résoudre, de process à inventer. Quand on travaille dans des grandes entreprises, ces process-là, ils ont été rodés depuis des années. Des fois, on a moins de choses, en tout cas, à résoudre. Alors, il y a d'autres problèmes qui se créent, évidemment. Et puis, ces entreprises et le marché ne restent pas statiques. Mais en tout cas, quand on arrive dans une aventure comme celle dans laquelle tu étais, c'est la pagaille, comme tu l'as dit, et il y a plein de choses à résoudre. Alors, tu as commencé, toi, chez GoWestTour. Quelques phrases sur GoWestTour. Alors, j'ai commencé chez GoWestTour.
c'est une entreprise de tourisme qui organise les grands tours en bus qu'on essaye tous d'éviter autour des États-Unis. Vous savez, ceux qui font le tour très rapidement, qui vont voir les grands parcs. J'organisais tous les tours, voilà. Quand j'étais chez Go West Tours, on utilisait Access, donc ça c'était en 2010-2012, et moi autour de moi j'avais des voisins avec qui je discutais beaucoup, qui travaillaient chez Apple, Google, Facebook, et quand je leur parlais du fait qu'on rebootait 3 fois par jour notre Access, et qu'eux me parlaient un petit peu de leur monde, c'est vrai qu'il y avait quand même un décalage. Donc c'était intéressant d'être dans cette entreprise-là qui était complètement à côté d'un point de vue technologique par rapport à ce que j'ai pu faire après. En parlant à des amis, à des voisins et à des gens dans des communautés comme celle-ci, j'ai voulu aller vers quelque chose de plus moderne. Mais c'était le début pour toi de, on va dire, la passion utilisateur, en tout cas de commencer à comprendre l'importance des feedbacks utilisateurs, tu m'as raconté. Oui, en effet. En fait, à la fin de ces tours, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait des petits papiers et on disait est-ce que vous avez aimé ceci, cela, qu'est-ce que vous avez détesté le plus. Et moi, ce que j'aimais le plus dans mon boulot, c'était de regarder ce que disaient les clients et de dire sur ce tour-là à Miami, tout le monde déteste ce restaurant. On a des plaintes à chaque fois. Il y a un problème avec le restaurant et on va falloir qu'on change le restaurant. Et t'étais la seule à les regarder, les autres s'en foutaient un peu. Les autres s'en fichaient un petit peu, ouais. Et petit à petit, j'ai eu des groupes justement un peu plus haut de gamme parce que j'allais chercher des restaurants ou des hôtels et j'allais négocier. J'étais assez débrouillarde là-dessus. J'allais négocier pour avoir des meilleurs prix. Donc je faisais hyper attention à ce que disaient les clients et je voulais pour eux qu'ils aient une bonne vision des États-Unis et qu'ils ne repartent pas en disant c'est pas bon, il y a eu ça. Donc voilà, donc j'ai toujours fait très attention à ce que pensaient les utilisateurs et je pense que c'est hyper important parce qu'au final, c'est eux qui vont aller dire à leurs amis, même là on les voit, les agences de voyage, ils vendent les tours que moi j'organisais chez Go West Tours. Ils vendent ces tours et ils vont dire à leurs amis va faire le voyage Fram parce qu'on a passé un super moment, parce que tel truc était génial. Donc voilà, forcément, si eux sont heureux, tout le monde sera heureux. Enfin, ce que je trouve intéressant justement, c'est que tu as appris tout ce qui était bouche à oreille, marketing du bouche à oreille, referral qu'on utilise beaucoup dans les startups. Ouais. Là, en fait, tu as appris ça, toi, par le papier, quoi. Je l'ai appris par le papier et alors j'avoue que j'étais un petit peu frustrée parce que j'avais des idées comme et si on donnait un iPad à ceux qui faisaient beaucoup de tours, comme ça les guides pourraient on pourrait avoir des données, des vraies données, on pourrait avoir quelque chose sur lequel se baser. Et moi, pour les guides, parce qu'il y avait des guides sur les tours qui donnaient ces feuilles en papier, et moi j'avais eu la bonne idée d'acheter des iPads. Ça n'a pas été validé du tout. Mais à San Francisco. À San Francisco, voilà. Ce qui, je trouve, est toujours étonnant. D'ailleurs, je pense qu'ils n'ont toujours pas d'iPad aujourd'hui. Mais donc voilà, je savais qu'il y avait des meilleures façons de fonctionner. Et j'en parlais autour de moi avec des gens, comme je vous ai dit, des amis, voilà. Mais surtout, je voyais qu'il y avait un vrai problème et une mauvaise utilisation des technologies chez Go West Tours. Et là, tu es devenue hôte Airbnb. Et là, j'étais en parallèle hôte Airbnb parce que j'avais un appartement avec une chambre en plus. Et du coup, c'était un super moyen de gagner des sous. C'était un petit peu au début d'Airbnb. Et avec l'emplacement dans lequel nous on était à Soma. Alors pour ceux qui connaissent San Francisco, c'est vraiment le centre des startups. Soma, c'est là où il y a toutes les startups étaient à moins de 5 minutes à pied de chez moi. Et du coup, on avait énormément de personnes qui justement venaient passer la semaine et ne voulaient pas rester dans des hôtels et rester avec nous. J'étais hôte Airbnb et j'ai trouvé le concept génial. Je me suis dit, j'aurais pu avoir cette idée, ce qu'ils font c'est top. Et donc j'ai commencé à participer moi-même à plein de réunions Airbnb. Donc ils nous invitaient à dîner, ils nous invitaient à boire l'apéro, ils nous invitaient à faire plein de choses. Et un petit peu plus tard, je me suis rendu compte que pendant ce temps-là, ils nous posaient plein de questions, ils nous faisaient remplir pas mal de documents sur des iPads. Du coup, je comprenais un petit peu mieux dans ma tête pourquoi ils faisaient ça. Et en fait, c'était vraiment pour avoir notre avis en tant que hôte.
et ils y mettaient les moyens, quoi. On avait, bon alors les restaurants, tout ça évidemment, mais les crédits Airbnb, tous les moyens possibles pour motiver à avoir ces données. Et alors, tu étais tellement engagé qu'ils t'ont repéré. Voilà, et du coup ça s'est un petit peu passé comme ça, à force d'être tout le temps à toutes leurs réunions. Ils m'ont parlé d'un programme qu'ils lançaient où en fait ils voulaient monter une plateforme de conciergerie. Donc quand vous allez voir quand vous allez dans un hôtel et que vous avez besoin d'un renseignement, vous allez voir un concierge. Airbnb a eu l'idée de faire ça par application. Et donc du coup, ils ont lancé ce programme, donc ils ont mis une équipe en charge, ils ont contracté des personnes comme moi qui connaissaient bien la ville, puis à qui ils faisaient quand même confiance, parce que c'était à l'époque c'était un peu top secret. Et on a lancé ce programme pilote. Et j'y ai passé quelques mois et puis ça a complètement... Ouais, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi du tout, en fait. Ils avaient un peu mis la charrue avant les bœufs parce que à cette époque-là, Airbnb était loin d'être le premier hôtelier du monde. Enfin, c'était encore un peu laborieux de l'autre côté, quoi. Ouais, c'était un petit peu encore au début. Alors après, il y avait plein de choses qui se créaient. C'est un peu ce qui est génial dans les startups qui ont des sous, parce que les startups qui n'ont pas de sous, c'est un peu plus compliqué. Il y a toujours une startup qui se crée dans la startup. Donc il y a toujours la possibilité de faire quelque chose de nouveau, et ça c'est hyper intéressant parce que là c'était un projet qui n'avait rien à voir avec le fait d'accueillir des gens chez soi. C'était un projet de conciergerie, il y avait même des startups qui se créaient qui faisaient que ça. Et du coup, pour en revenir à ce que je voulais dire, la charrue avant les bœufs, la charrue avant les bœufs, voilà, exactement. Il passait quand même beaucoup de temps à aller essayer de trouver un moyen de faire que les personnes qui utilisaient le service soient super contents, qu'il y ait quelque chose de magique qui se passe pour 1 entre 5, et pas assez de temps, moi je trouve, à avoir un MVP, donc un minimum viable product, donc quelque chose qui fonctionnait un tout petit peu. Et leur plateforme, en fait, elle marchait pas. Donc on avait des moments magiques qui marchaient très très bien parce qu'ils y mettaient énormément d'énergie et énormément d'argent, mais au final, le fait d'être le fait de se servir de cette application pour des services de conciergerie, ça fonctionnait pas du tout, et ce programme pilote a fermé. Ça a été la fin assez rapidement, mais ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que ça a lancé le début de expérience. Alors je sais pas si vous connaissez tous Airbnb, et si vous voyez à quoi ressemble l'application aujourd'hui, mais vous pouvez sélectionner une maison, enfin un appartement ou quelque part à louer, mais vous pouvez aussi aller chercher une expérience. Du coup, dans ces cas-là, c'est venu de ce programme pilote qui a raté, où ils ont dû en prendre certaines des informations et voir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et qui a permis qu'aujourd'hui ils aient quelque chose en place qui marche et qui soit sur la plateforme à plein temps d'Airbnb. Et tu m'avais dit justement que ce qui est vachement intéressant sur le marketplace, le côté professionnalisation des utilisateurs, ça c'est un sujet dont tu m'avais parlé, alors plutôt sur Uber, plutôt sur Airbnb, pardon. Mais il y avait ce côté-là où vous arrivez à créer des nouveaux métiers, en fait. C'était un peu ça, ce qui pêchait au début, c'est que les gens ne pouvaient pas faire de leur métier l'expérience, quoi. Ce qui est aujourd'hui un peu plus... c'est plus des étudiants, ou je ne sais plus exactement. En fait, ce qui pêchait sur le programme pilote, c'était qu'en fait, c'était impossible de scaler ça, parce qu'ils voulaient lancer un service qui marchait. En fait, le service fonctionnait, mais personne ne voulait payer pour ce service. Et à côté de ça, les personnes qui derrière... donner des conseils de concierge, ils n'allaient pas le faire gratuitement, parce que... ça marchait avec l'équipe qui était là pour faire le pilote. Mais ça marchait avec l'équipe, mais parce que nous, on était chouchoutés et payés par Airbnb à l'heure. Donc, mais ils ne pouvaient pas continuer à faire ça éternellement. Et du coup, il aurait fallu que les utilisateurs soient prêts à payer pour ce service premium. Et en tout cas, à cette époque, alors je ne dis pas que peut-être dans 10 ans, ce ne serait pas une option qui serait plus intéressante et qui marcherait, mais en tout cas, à cette époque, personne n'était prêt à payer pour ce service, sur toutes les personnes qui avaient accès à ce service. Parce qu'il faut savoir que quand on fait un programme pilote, souvent, c'est très peu de personnes qui sont
sélectionnés. Chez Airbnb, il y avait certains critères. Il fallait avoir voyagé beaucoup avec Airbnb, être à San Francisco pendant des dates précises. Donc voilà, puis chez Uber pareil, hein, quand ils sélectionnaient des gens pour faire des programmes pilotes, c'était pas le chauffeur qui venait de s'inscrire et qui avait fait 3 courses. C'était, voilà. Alors, j'avais noté quoi donc l'apprentissage de l'erreur, mais aussi, tu m'as dit, savoir s'arrêter. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas toujours faire en France, je pense, dans les startups aussi. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand il a fallu dire stop, on arrête, ils ont dit stop, on arrête. Et, ça veut dire quoi, on arrête aux États-Unis? Ça veut dire on vire tout le monde, hein? Alors oui, déjà, on vire tout le monde. Moi, j'étais partie un tout petit peu avant, mais le stop, on arrête, on le sentait venir à grands pas. Mais oui, en effet, ils ont viré tout le monde du jour au lendemain. Bon, après, c'était des prestataires, donc c'est beaucoup plus simple. Et j'ai peut-être une mentalité très américaine là-dessus, mais c'est ce que je il voulais n'y avait dire. pas de promesse dès le départ. Ils nous ont dit... Et le point, c'est que dans la Silicon Valley, quand tu es sur ces métiers-là, il n'y a pas trop de soucis. Tu n'es pas en risque non plus. Il y a tout de suite d'autres opportunités qui s'offrent. Il y a souvent d'autres opportunités, oui. Et moi, en fait, pendant que j'étais sur ce programme et que je le voyais un petit peu descendre, j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, écoute, on travaille sur un programme chez Uber. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que ça te dit de venir? Et je me suis dit, bon, quitte à être sur un programme pilote qui ne marche pas, autant être chez un où on ne sait pas si ça marchera ou pas au final. Voilà. Et donc, tu arrives chez Uber. J'arrive chez Uber. Avec un regard tout neuf. Avec un regard tout neuf. Et c'est un point dont on a beaucoup parlé et qui, moi, de mon expérience professionnelle, je trouve, est très important. C'est quand vous embauchez quelqu'un, et souvent on n'a pas tendance à le faire en France, il faut lui faire confiance parce que quand quelqu'un arrive et que vous avez pris du temps à sélectionner cette personne et qu'elle arrive et qu'elle n'a pas la tête dans le guidon comme on l'a tous au bout d'un moment dans tous nos métiers, on est surchargé de travail, elle va pouvoir voir des choses que vous n'allez pas voir du tout. Et moi j'ai eu un peu cette chance-là, c'est que quand je suis arrivée sur ce centre, alors je vais peut-être donner quelques informations, en fait Uber cherchait à créer un centre pour les chauffeurs. Donc ils ont dit, bon, nos chauffeurs, ils ont un petit peu du mal des fois avec l'informatique, donc ils ont du mal à s'inscrire eux-mêmes à travers l'application, donc on va faire une sorte de centre porte ouverte où ils pourront rentrer à n'importe quel moment et venir poser des questions, venir demander de l'aide pour s'inscrire, venir faire tout ce qu'un chauffeur a besoin de faire. Donc voilà, donc gros pari. Ils n'étaient pas sûrs si les chauffeurs allaient en avoir besoin, si ça allait être rentable, tout ça. Aujourd'hui, dans toutes les grandes villes où Uber est présent, donc Paris en fait partie, mais Londres, New York, San Francisco, Los Angeles, Seattle, ils ont tous ce centre-là, qui a été calqué sur le centre pilote qu'on a monté à San Francisco, qui partait de rien, et je pense qu'on va revenir dessus, mais donc voilà. Et donc, du coup, tu m'as parlé de la confiance par défaut, ton manager. Oui, voilà. Donc, bon, déjà, c'est très important et je l'ai appris parce que moi, mon manager, quand je suis arrivée chez Uber, il m'a fait confiance dès le début. Et c'était un petit peu même une blague entre nous. À chaque fois, il me disait « Go, boss lady, tu fais ce que tu veux. » Et on essaye, et puis au pire, ça marche pas, c'est pas grave, on aura perdu une journée, voilà. Et donc, j'ai eu la possibilité et l'opportunité de mettre plein de choses en place. Et ce qui a vraiment fait un déclic dans ma tête, c'est le 4 juillet, c'est une fête nationale aux États-Unis. Et tout le monde était, tous les Américains du bureau étaient en vacances. Ils avaient pris leur journée, donc on était très peu au bureau. Et je me suis retrouvée, il y avait eu un crash de l'application, quelque chose. Et là, il y avait 150 chauffeurs dans un petit espace qui me hurlaient dessus. Moi, je ne savais plus où donner de la tête. J'avais 2 personnes à côté. C'était une catastrophe, c'était un bazar pas possible, les gens attendaient, on se faisait insulter, vous pouvez imaginer 150 chauffeurs dans une pièce, pas content ce que ça donne. Et dont dépend le salaire en plus. Dont dépend le salaire, c'est-à-dire que voilà, si leur application ne marche pas, eux ils peuvent pas travailler, il y a plein de... Voilà. Et donc du coup je suis rentrée chez moi. Et je devais aller à une soirée, j'y ai pas été, je me suis mise devant mon ordinateur et j'ai fait un tableau Excel, mais quand je le regarde aujourd'hui, je me dis il était un petit peu pourri, il y avait trois
trois petites formules, mais qui permettaient de vraiment calculer pourquoi est-ce que les gens venaient, combien de temps est-ce que les gens passaient, combien de temps ça nous prenait de les aider, et puis d'avoir enfin des chiffres et quelque chose sur quoi se baser pour pouvoir suivre un peu l'évolution de ce centre. Et c'est à partir du moment où on a mis ce tout petit tableau Excel en place, bon, il a fallu former un petit peu les gens à l'utiliser et être derrière leur dos, mais c'est comme toute nouveauté, qu'on a commencé à avoir de l'intérêt du general manager d'Uber qui voyait des vrais chiffres, des vrais nombres, qui voyait pourquoi ça allait mieux, qui voyait là où il fallait qu'on s'améliore, qui comprenait un petit peu plus nos besoins, parce que lui, il n'était pas au milieu des chauffeurs toute la journée. Donc, et puis l'enjeu même d'être vraiment l'obsession d'utilisateur, l'enjeu d'être vraiment proche d'eux et de vraiment les satisfaire. Exactement, ouais. Donc voilà. Tu m'as dit, ils passent leur journée à faire des courses, quoi. Et c'est des utilisateurs qui utilisent toute la journée pendant très longtemps. Oui, parce que souvent, en fait, quand on pense à Uber, on pense souvent aux clients. Et par client, on entend la personne qui va demander une course. En fait, les plus gros clients, c'est les chauffeurs. Parce que les chauffeurs, c'est eux qui vont... leur vie va vraiment en dépendre. Et moi, j'ai 10 heures par jour sur l'appli, quoi. Voilà, ils sont tout le temps là. Et si eux, ils se mettent en grève et qu'il n'y a plus personne, les clients, ils vont vite aller voir la personne d'à côté. Donc, il faut faire très attention quand on est sur une marketplace. Lyft étant le plus grand compétiteur d'Uber. Quand on est sur une marketplace, à faire attention. On a tendance à penser beaucoup aux clients qui payent. Mais en fait, le client qui vous fait gagner de l'argent, c'est comme l'hôte chez Airbnb, c'est celui-là qu'il faut vraiment valoriser parce que moi j'ai un exemple d'un ami, un ami qui était à ses heures perdues chauffeur sur Sidecar, donc qui était le précurseur de Lyft et Uber à San Francisco. Et il y a eu une manifestation des taxis, comme vous pouvez l'imaginer, ils n'étaient pas du tout contents au début quand c'est arrivé. Et c'est les chauffeurs qui sont sortis, c'est pas les CEO, COO, CMO d'Uber ou de Sidecar qui ont été manifestés contre les taxis. C'est les chauffeurs qui ont dit non, nous on adore, nous on veut que ça reste, et qui, je pense, ont vraiment aidé à ce que ce soit possible dans cette ville de continuer, parce qu'aux États-Unis et surtout à San Francisco, c'est pas des professionnels derrière leur voiture, c'est des gens comme vous et moi qui ont le permis, qui savent conduire, donc voilà, donc c'est eux qui ont vraiment fait que ça a pu... Et même chose sur les autres Airbnb, si tu avais eu des soucis sur Airbnb, tu serais allé manifester aussi. Moi j'aurais été cette force de manifester. l'engagement utilisateur, ça a été principalement ton métier. Ouais. Ça c'est vraiment quelque chose de... Enfin, j'appelle ça l'obsession de l'utilisateur. Ouais. Je trouve que c'est un bon terme. Et il y a une petite aparté, tu parlais de Lyft, tu avais aussi détecté ce que tu nous as illustré là, c'est une solution, c'est plutôt un minimum viable process, un process minimum viable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que sur le produit qu'on peut bricoler des choses, c'est ce que tu as fait avec ton fichier Excel et ça a changé justement la manière de travailler. Donc c'est ça, ce que j'entends par Problem Solver, c'est pas seulement sur l'appli qu'on va changer des choses, c'est aussi sur la manière de travailler en interne, rajouter, et s'il avait fallu faire appel à des ingés, ils avaient d'autres choses à faire, donc ça aurait mis des mois, ton petit fichier. Mais tu as eu un autre sujet, notamment dans le côté compétition, pour aller choper les... Oui, alors ça fait un petit peu rire. Curieux. Parce que c'est une façon qui est très américaine de fonctionner, je pense que c'est complètement illégal en France. Mais Uber avait mis en place un programme où si vous rameniez un chauffeur de Lyft, on vous donnait $500 après ses 10 premières courses à vous et aux chauffeurs et aux nouveaux chauffeurs. Donc c'était $1000 à chaque fois. Et si c'était un chauffeur Lyft plus, donc quelqu'un qui avait fait plus de, 300 courses, c'était $1000 par personne. Donc $2000 pour la référence, c'est quand même pas mal. Forcément, moi, avec ma mentalité de française, je me dis, il y a des gens qui fraudent, c'est évident. Et non, mais je me dis, c'est pas possible. Ça fait beaucoup de pognon en plus qui partaient dans ce programme. C'était énormément d'argent. Et puis moi, j'avais vu leur process et je me suis dit, mais attendez, vous demandez 3 pauvres documents et vous leur donnez $2000. J'avais presque envie de quitter mon boulot. Confiance par défaut. Oui, c'est vrai. et d'aller récupérer des chauffeurs Lyft. Mais j'ai changé 2-3 petits trucs sur leur process.
Et alors, il s'est avéré qu'il y avait vraiment de la fraude. Il y avait vraiment, évidemment qu'il y avait vraiment de la fraude, mais oui, il y avait vraiment de la fraude, heureusement, parce que sinon j'aurais tenu tête à certaines personnes pour rien. Mais j'ai tenu tête pour changer quelques détails à ce process. C'est peut-être la double culture du coup qui t'a permis de raisonner différemment aussi. Peut-être que c'est le fait que moi j'ai ce côté français où s'il y a la queue et qu'on peut doubler, on double. Si c'est trop facile de tricher, on triche. Donc voilà, peut-être que c'est ça, mais en tout cas je me suis dit c'est pas possible. Ils venaient tous les jours avec 4 chauffeurs Lyft Plus. Enfin voilà. Et donc j'ai changé juste un tout petit truc et ça faisait des mois qui fonctionnait de la même façon. Et en changeant ce tout petit truc, ils ont sauvé 60 000 $ d'un coup. Enfin, en fait 120 000 parce que c'était 60 000 pour celui qui référençait et l'autre. Par mois. Non, c'était enfin, ça allait être déposé dans son compte. Il avait déjà reçu pas mal d'argent. Les 60 000 c'était par mois que ça partait. Oui, oui, c'était tous les mois qui. Non, enfin, en fait, c'était toutes les semaines qui donnaient des sous par rapport aux références. Non, ils ont beaucoup d'argent chez eux. Mais voilà, en changeant un tout petit truc, des fois. Et alors, toujours en regardant l'efficacité du truc, parce que ça continue à marcher, par contre, le programme continue à marcher. Le programme continue à marcher. Je pense qu'ils ont un petit peu arrêté d'aller chercher des chauffeurs pour autant d'argent, parce que Uber a récupéré énormément de chauffeurs et aujourd'hui, la préférence Uber-Lyft. De ce que j'ai compris aux États-Unis, c'est vraiment une question de politique. Donc je ne sais pas s'ils ont encore ce programme, mais en tout cas à l'époque ils l'avaient. Et ce tout petit changement a permis d'arrêter une fraude et moi d'avoir une augmentation et un poste de manager avec. Ça c'était sympa. Mais bon. Et donc c'est après du coup que tu as pu commencer à bosser sur le pilotage, Voilà, après ça c'est vrai que ça m'a... Enfin, faut dire ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'ils avaient confiance en moi, mais le fait d'avoir détecté ça m'a beaucoup aidé à pouvoir... à avoir le backup de mon manager pour implémenter des nouveaux process après. Quand même. Sachant que tu m'as dit, j'avais prévu pour un peu à la fin, parce qu'il y a la coolitude de la Silicon Valley, mais il y a aussi la non-coolitude, et notamment le sexisme, et à ce moment-là tu souffrais d'un autre manager qui était un peu moins respectueux de tes compétences. Oui, alors en fait l'idée derrière ce centre, c'était... c'est pas tout rose aussi. C'était pas... c'était d'avoir quelque chose un peu similaire à un Genius Bar. Et donc, on va souvent chercher des managers qui ont des expériences dans des restaurants, dans des environnements qui sont très hiérarchiques. Et c'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on penserait de start-up. C'est-à-dire qu'on... Quand on travaille dans une start-up, souvent... Sur San Francisco, il y a un set limité de gens aussi. Oui, ouais. Mais souvent, quand on est dans une start-up, et c'est un exemple qui me fait un peu rire, c'est pour savoir qui est-ce qui est important... Dans le meet-up où vous allez, vous cherchez celui qui est le moins bien habillé, qui n'a pas ses chaussures à tous les coups, c'est lui le CEO de la boîte. Et ça m'est arrivé plus d'une fois de parler à quelqu'un qui était juste un autre hôte, ou qui était... En fait, non, c'était quelqu'un d'hyper important. Mais donc voilà, donc ils ont ce côté cool, on est tous au même niveau, j'ai beau être ton boss, on va boire des coups ensemble et je me balade en chaussettes dans le bureau. Mais dans ce milieu-là, ils avaient quand même besoin de quelqu'un qui allait encadrer une équipe et allait les manager de façon plus hiérarchique. Et du coup, cette personne était à peu près au même niveau que moi en management et en hiérarchie. Et vous pouvez imaginer que moi, avec ma mentalité, je pense que vous l'avez compris, j'ai pas un management hiérarchique du tout. On a eu des clashs plus d'une fois et c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait un côté un petit peu sexiste même dans les choix d'embauche, parce que quand vous aux États-Unis vous n'avez pas un boulot, c'est-à-dire que moi j'étais RH, j'embauchais les gens, je mettais en place des process d'embauche, alors qu'ici quelqu'un qui est responsable opération, il n'est pas RH, il ne fait pas les deux en même temps, mais là-bas, si. Donc, et on n'avait pas du tout les mêmes avis sur qui est-ce qu'on embauchait, ni la même façon de punir ou de motiver les gens. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de choses, je pourrais en parler pendant longtemps, mais je vais peut-être pas... Voilà, j'ai beaucoup d'exemples où il y a eu des choses où, quand on regarde un petit peu en tant que spectateur, on se dit... c'est pas possible, c'est pas...
Alors, il n'y a pas que dans la Silicon Valley. Hein. Il n'y a pas que dans la Silicon Valley, mais en tout cas, c'est Le monde d'autant des plus startups est souvent choquant. les clashs viennent assez vite. Quoi. Revenons aux utilisateurs, parce que par contre, il y a aussi des choses qui marchent bien. Et donc, l'amour des utilisateurs, l'obsession des utilisateurs. Toi, tu as animé, ou tu as même créé des process pour faire des sessions de feedback. Et ça, c'était super important. Alors, comment ça se passait, justement comment on récoltait les retours des conducteurs? Alors, en fait, on avait deux façons de le faire. Donc, déjà, juste pour vous mettre un petit peu le cadrage, moi, j'ai eu la chance d'arriver chez Uber au moment où ils lançaient Uber Pool. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous Uber Pool, mais le concept, c'est... La chance ou la malchance, au début, ils n'étaient pas contents des chauffeurs. Oui, non, au début, ils n'étaient pas contents, mais bon, n'empêche que c'était quelque chose de nouveau, donc il y avait plein de choses à faire, donc ça, c'était intéressant. Uber Pool, c'est vous partagez la course, donc vous payez moins cher, mais vous allez faire un petit détour parce que vous allez récupérer quelqu'un, voilà. Et au moment où je partais, ils mettaient en place Uber Eats. Donc à New York, vous avez Uber Eats, vous n'avez pas Uber normal, donc théoriquement, vous devez tous connaître Uber Eats. Donc voilà, donc on a eu quand même deux... livraison de repas, quelqu'un vous cherchez le repas qui est au resto du coin. Voilà, exactement, il vous livre chez vous. Ou au boulot. Voilà, donc on a quand même, sur le temps où j'y étais pendant presque 2 ans, il y a eu la mise en place de deux grosses innovations Uber Pool et Uber Eats, ça a été des gros cartons, et du coup on avait ce centre pour les chauffeurs, et l'idée des CEO d'Uber à l'époque, c'est qu'ils ne voulaient pas que les chauffeurs aillent dans leur bureau, donc forcément tout se passait dans notre centre. Donc on a eu des sessions de feedback où on leur demandait, on leur posait des questions, on leur disait qu'est-ce que tu as pensé de ça, et on en parlait avec les gens pour... Alors sur Uber Pool, au début, ils n'étaient pas du tout d'accord. Ah non, sur Uber Pool, ils n'étaient pas du tout contents parce que les courses, ça leur faisait faire des détours pas possibles. Alors à savoir qu'Uber Pool, pendant les premiers mois, en fait, les seules personnes qui avaient accès à Uber Pool, c'était les employés Google et les employés Uber. Donc du coup, pas tout le monde avait accès, et donc c'était à ce moment-là où on faisait le plus de récolte et de feedback utilisateur. Ça, vous aviez beaucoup cette pratique de prendre, tu m'avais dit même 50 chauffeurs, et on leur met une version de l'appli spéciale pour eux et en mesure. Ouais, tout le temps comme ça. Vous prenez vos meilleurs chauffeurs, les 50 meilleurs, vous leur demandez s'ils veulent faire partie d'un projet. Souvent, vous leur donnez un petit peu de sous, en tout cas quand vous êtes une grosse start-up. Et ensuite, pareil, pour les utilisateurs... Google, ça va coûter plus cher. Non, mais les employés Google, en fait, ils étaient super contents parce qu'ils faisaient partie de quelque chose un peu en avant-première, dans une boîte qui grimpe. Donc, ils avaient un accord entre eux, et donc à chaque fois, les employés Google faisaient partie de ceux qui testaient, et ils jouaient bien le jeu parce qu'ils savaient à quel point c'était important d'envoyer leur feedback. Donc du coup, ils l'envoyaient sans aucun problème. Côté client, bien sûr, c'était pas les employés Google qui étaient derrière la voiture. Mais on faisait des sessions de feedback donc en personne où on collectionnait des informations. Et on avait aussi une table d'iPad, donc voilà, mes fameux iPads, à un moment j'ai réussi à les caser, où on avait 4 iPads, et moi en tant que manager de cette équipe, de l'équipe du centre, on mettait en place des petits défis. Celui qui arrive à faire remplir le plus de surveys, de sondage, de collecte, va gagner $50 de crédit Uber. Et donc du coup, ça motivait les gens du centre à diriger les conducteurs vers ces sondages. Et nous, on avait des réponses hyper chiffrées sur exactement ce qu'ils pensaient, avec des QCM, des choses comme ça. Donc voilà, donc on avait ces deux façons de récupérer des données et d'avoir du feedback utilisateur. Voilà. Et tu avais parlé d'autres sujets sur les récoltes de feedback. Non, il y avait ça, le fait de mettre des ordi dans les mains, ça on a abordé. Alors si Uber Eats, il s'était planté au début, c'était pas du tout... Oui. Voilà. Uber Eats, pareil en fait, au début ils voulaient que les chauffeurs Uber soient aussi les chauffeurs Uber Eats. Donc certains d'entre eux avaient une application hybride qui avait la possibilité de faire Uber Eats. Et d'autres... Castel, j'imagine, a créé ça. Ah oui, non, mais c'était la partie technique, moi je sais pas trop, mais en tout cas, je peux vous dire que les chauffeurs, alors déjà, ils bossaient qu'avec peu de restaurants, et c'était un bazar pas possible. Et nous, tous les soirs, on onboardait des nouveaux chauffeurs
pour faire Uber Eats, et on avait le feedback des chauffeurs qu'il avait fait la veille, et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas contents, et que c'était un bazar pas possible, et ça a beaucoup aidé Uber de savoir ça, parce que ils ont pu changer leur business model très rapidement en disant c'est pas possible, on peut pas être et chauffeur de clients et livreur de nourriture, ça va être sans le bazar. Tu mets vachement plus de temps à t'en rendre compte, quoi, c'est ça aussi. Sans le sang, tu mets 6 mois à te rendre compte que c'est pas viable. Je pense qu'ils avaient cette chance-là, c'est qu'ils ont eu du feedback très rapide, et une fois de plus, comme Airbnb et comme beaucoup de startups, ils n'ont eu aucun problème à faire le pivot et à changer et à tester une façon différente de fonctionner. Alors c'est ça que je trouve vachement intéressant dans ce que tu nous racontes et dans ce que je connais moi de la Silicon Valley, puis qu'on essaye parfois d'appliquer dans les startups françaises et de plus en plus dans les grandes boîtes. C'est ce côté justement, on a une croyance, on a des hypothèses, on va vite aller tester, on va vite prendre du feedback sur le terrain et on va changer éventuellement. Ce qui n'est pas, en tout cas culturellement en France, on avait plus cette croyance que c'était à 2-3 ans qu'on prévoyait, ça allait marcher comme on avait prévu. Il y a un peu plus ce côté adaptation rapide. Et ce qui est vraiment, je trouve, épatant dans le cas d'Uber et Airbnb, parce que toi, ce que tu nous racontes, c'était déjà, les boîtes, c'était déjà des scale-up, c'était plus des startups, c'était déjà des grosses boîtes, quoi. Il y avait déjà des milliers d'employés. Ils ont gardé cette culture-là, et même encore aujourd'hui, ils gardent ça dans le temps. Et Google aussi, hein, Google fonctionne beaucoup comme ça. Ils gardent ça même quand ils sont grands, sur les nouveaux produits, sur des plus petites équipes. Et ça, c'est vraiment remarquable, je trouve, de garder cette culture-là. Oui, ouais, je trouve aussi. Et c'est ce que je disais avant, dans une start-up, il y a toujours une start-up qui se crée, et je pense que c'est vrai. Et même si aujourd'hui, on ne peut pas considérer vraiment qu'Uber soit une start-up ou Airbnb, encore moins Facebook, Google, voilà, il y a quand même toujours une place pour créer quelque chose de nouveau. Et ils mettent beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement de temps et de personnes sur ce genre de projet. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de plateformes qu'on utilise, je ne sais pas si vous connaissez par exemple Asana, qui est une plateforme pour s'organiser, ça a été créé par 2 personnes qui l'avaient créé pour Facebook, et qui, une fois qu'ils ont vu que ça marchait chez Facebook, ils sont partis, ils ont monté leur boîte en créant le même produit, sauf qu'ils ont donné un autre nom. Donc voilà, et c'est pas un problème là-bas, ça dérange pas. Au contraire, il y a ils veulent que les gens innovent, ils veulent que les gens fassent des choses nouvelles, et du coup ça les dérange pas. Alors que je pense qu'en France il y aurait un procès pour un truc comme ça, mais si vous partez avec l'idée que vous avez créé pour votre boîte, je suis pas sûre qu'on vienne pas vous courir après. Bon, ça je sais pas, mais en tout cas là-bas. La plupart des contrats de travail sont structurés comme ça. Oui, je pense que ça passe pas du tout, mais en tout cas là-bas si, et c'est même plutôt encouragé, pas de partir, mais de créer des choses nouvelles, et donc voilà, ils y mettent les moyens. Oui, si c'est pas le cœur du business, c'est pas un concurrent direct, au contraire, s'il faut, on va faire appel à eux. Et oui, carrément, et au contraire, on va mettre sur le marché un outil qui va vraiment aider les gens et leur permettre de s'organiser aussi bien que nous. Et chez Facebook, ils sont hyper bien organisés, donc c'est plutôt bien que nous, on ait accès à certains des outils qui ont été créés dans leur entreprise. Super, on arrive plutôt à la fin. Alors j'avais encore un petit point, mais bon, voilà, on peut s'arrêter là s'il y a des questions. Déjà, on embrayera sur mon petit point si jamais il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions, qui veulent échanger avec Clara, ou avec moi aussi, hein, je veux bien donner mon avis s'il y a besoin. Pourquoi tu es revenu sur Niort? Alors déjà, au début je suis revenue, je suis sur Paris parce que ma famille est de Paris. J'emménage sur Niort parce que mon copain est de Niort, moi je connaissais pas Niort il y a 2 ans, hein, donc on a passé beaucoup de temps cet été et j'aime beaucoup la région. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on vient ici aujourd'hui. Je suis partie de la Silicon Valley et de San Francisco parce que j'étais pas ingénieure et que j'avais plus assez d'argent pour payer mon loyer, et que en fait il fallait que je change d'appartement, et les prix étaient devenus complètement fous, et j'étais un peu à un moment d'impasse dans ma vie, et c'était soit je recontinue ma vie et là je reste aux États-Unis jusqu'à la fin, soit je rentre en France. Monde un peu impitoyable quand même aussi, parfois, les États-Unis.
Pardon ? Monde un peu impitoyable quand même parfois les États-Unis. C'est pas facile les États-Unis quand même. Vous n'avez pas intérêt à être malade, vous n'avez pas intérêt à avoir des enfants. Enfin, non, ils sont pas cool là-dessus. Bon, et c'est encore pire maintenant. Bon, après, moi voilà, je me suis bien débrouillée. Et je regrette pas du tout les 10 ans pratiquement que j'ai passé là-bas. Mais c'est vrai que je me suis posé la question et je me suis dit, bah, je pense que j'ai envie de retourner en France. Mais après, je sais pas, peut-être qu'on retournera vivre en Californie un jour. Avec les enfants. Voilà. Alors, bon rebond sur les techniciens. Ça commence à être le cas en France aussi depuis quelques années. Les ingénieurs sont des stars aux États-Unis. Et alors, j'ai double question. J'ai les ingénieurs, c'est des stars, donc raconte-nous ça. Et le deuxième point, il paraît qu'il y a une réputation des Français, une super réputation des Français dans la Silicon Valley. Oui, j'ai entendu, moi, derrière tout grand projet, il y a un Français. Il y a 60 000 Français dans la Silicon Valley. Les Américains adorent les Français. Voilà, c'est une bonne guerre dans l'autre sens. Hein. Je pense que les Français aiment beaucoup les Américains, même s'ils passent leur vie à les critiquer. C'est vrai. Mais, non, c'est sûr. Les ingénieurs, moi j'ai été surprise en rentrant en France parce que les ingénieurs à San Francisco et dans la Silicon Valley, c'est des stars, ils sont hyper bien payés. Et quand on revient en France, ils sont payés comme les autres, quoi, comme des cadres normaux. Moi, ça m'a fait un petit peu un choc. Je me suis dit, bah, attendez. Alors, ça a changé puisque Apple et consorts commencent à embaucher, à créer des centres en France, notamment à Paris ou à Bordeaux aussi. Il y a Deezer qui s'est implanté à Bordeaux. Donc, c'est en train de. Bah, voilà, ils font monter le marché. Hein, de toute façon, il y a de plus en plus besoin de développeurs et il n'y en a pas non plus énormément. Donc, forcément, c'est les lois du marché qui font ça. Mais en tout cas, aux États-Unis, c'est. La différence, enfin, à San Francisco, la différence entre un salaire d'ingénieur et un salaire de chef de projet ou de operation manager comme moi, je pense qu'un ingénieur devait gagner peut-être 10 fois ce que je gagnais. Non, 5 fois. Donc ça fait quand même une bonne différence. Petite anecdote concernant chez Viadeo, on avait des ingénieurs américains qui coûtaient très cher. Ils étaient moins bons que nos Français qui coûtaient 2 fois moins cher. Et donc ça, voilà, le niveau des Français est quand même souvent assez élevé. Et ils sont, à ma connaissance, assez reconnus dans la Silicon Valley, justement. Alors après, je pense qu'il y a... Bon, oui, il y a des très bons ingénieurs français. Puis aussi, là où la Silicon Valley, ils sont malins, c'est qu'ils vont chercher les meilleurs dans tous les pays. C'est ça. Donc c'est aussi peut-être pour ça. Et puis tous les meilleurs ont envie d'aller là-bas. Peut-être, oui, il y en a qui veulent rester en France, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas de fromage dans la Silicon Valley, donc des fois il y a un choix à faire et c'est pas si évident que ça. Mais bon, ils ont les moyens d'aller chercher des tronches. Et moi, les personnes que je connaissais qui venaient pas des États-Unis, qui n'étaient pas américains et qui travaillaient dans des entreprises comme Facebook, c'est des gens qui avaient des contrats négociés. Bon, voilà, dire non à une offre comme celle-là, il faut être un petit peu... Les data scientists voilà. en ce moment. Exactement. Tu as une petite question, Ludo ? Oui, c'est sur la notion d'ingénieur, parce qu'en fait tu parles d'ingénieur, après on parlait de développement, est-ce que tu parles d'ingénieur spécialisé en développement ou c'est tout type d'ingénieur? Parce qu'il y a l'ingénieur en France qui est un diplôme spécifique, ça pourra... Moi je parle vraiment du développeur web, alors le technique c'est pas trop mon domaine, mais je parle vraiment du développeur, celui qui fait des sites web, celui qui va dans les bases de données, du développeur. Mais j'imagine que les UX designers qui sont un peu en tout cas talentueux commencent aussi à être bien, enfin voilà, ça entraîne aussi les autres métiers, quoi. Alors sûrement oui, mais après ça je suis pas sûre, mais la différence sur les développeurs, du coup je vais rattraper et utiliser ce terme-là, elle est immense. Et puis même dans une entreprise, moi j'ai déjà vu un chauffeur se faire fermer son compte parce que un développeur était monté dans sa voiture et il l'avait pas aimé alors qu'il avait fait 5000 courses Uber et qu'il n'y avait jamais eu aucune critique de cette personne. Et puis moi j'ai pas voulu être celle, au final je l'ai été parce que j'ai été bataillée un petit peu, mais ça n'a pas été évident d'être la personne qui allait réouvrir le compte derrière l'ingénieur qui avait dit plus jamais celui-là sur la plateforme. Il n'avait pas du tout droit. Alors que c'était complètement injustifié, oui. Évidemment, il ne s'est pas fait virer parce que... Non, l'ingénieur, il avait tout le monde derrière lui. Et donc voilà, c'est ce côté-là, le développeur, pardon. Le salaire, puis le côté un peu star qui permet de faire des choses. Autre question ? Ou sujet de curiosité sur... Tout à l'heure, j'entendais parler des témoignages et j'entendais beaucoup de
quantitatif dans la recherche de réponses aux témoignages, mais après sur le quantitatif, quelles étaient les méthodes pour obtenir le qualitatif? Parce que si tout le monde dit c'est bleu parce que j'ai pas envie de m'emmerder à répondre autrement, là au final on fait du bleu et est-ce que c'est vraiment la qualité de faire du bleu? Un exemple, j'entendais beaucoup dans tes témoignages, dans les surveys tout à l'heure, il y avait beaucoup de réponses collectées avec beaucoup de méthodes pour aller chercher beaucoup de réponses. Mais après, sur cette quantité d'informations, comment est-ce que vous alliez chercher la qualité de l'information? En fait, Il y avait aussi beaucoup de dialogues face à face, non? Donc déjà oui, il y avait les deux. En fait, je pense que quand on se rendait compte qu'il y avait quelque chose où il y avait une grande demande et il y avait de la quantité, c'est à partir de ce moment-là où ils allaient mettre quelque chose en place et à ce moment-là où ils allaient chercher la qualité du produit en fait. C'est-à-dire que si par exemple les chauffeurs disaient voilà, on a un problème avec ce bouton-là de l'application, et que d'un point de vue chiffre, on voyait qu'il y avait plein de chauffeurs qui disaient que ça c'était un problème, là ils allaient se pencher là-dessus. Et du coup, quand ils se penchaient là-dessus, à ce moment-là, regarder la qualité. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de récolter des informations sur la qualité et de la faire avancer si on ne sait pas sur quoi il y a un problème. Ça répond à ta question ou pas complètement? Je sais pas. J'ai l'impression que oui. Je vais rebondir sur la question de mon voisin. On disait, donc, comme il disait, qu'il y avait beaucoup de recherches quantitatives. Par contre, est-ce qu'il y a vraiment, finalement, est-ce que le processus, c'est finalement la même question, est-ce que le processus de créer des données qualitatives, c'est-à-dire de prendre du temps avec des clients, avec des usagers, et de leur poser des questions, faire des vrais entretiens, du coup, c'est une autre méthode, finalement, pour créer ces données et comprendre les problématiques et faire sortir des solutions. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi couramment utilisé ou finalement est-ce que c'est quelque chose qui ne se produit pas souvent et qu'on est en général sur une démarche quantitative de recherche de données? En fait, pour rejoindre ma question, oui, c'est hyper utilisé, ma réponse, pardon, mais dans un deuxième temps, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont trouvé le problème, en ayant recours plutôt à des techniques de mesure quantitative, là, ils vont aller prendre le temps de parler, de rechercher, de se pencher beaucoup plus. Mais si, par exemple, il y a très peu de personnes qui soulèvent un problème, là, ils ne vont pas forcément prendre le temps d'aller mettre en place des sessions de feedback où ils auront des retours pour améliorer la qualité. Ou voilà, c'est une fois qu'ils ont trouvé le problème que là, ils mettent en place des moyens de feedback qui sont de meilleure qualité et où ils ont un panel de personnes qui vont pouvoir répondre. Et, voilà. Et je rebondis sur ce que tu m'avais dit. À juste titre, toi, tu n'étais pas dans les équipes produits, tu n'étais pas product manager des applis par exemple, mais des fois tu interagissais avec eux pour leur sourcer les 10 chauffeurs avec lesquels il faut qu'ils échangent. Tu m'avais dit. Alors oui, voilà. il y a du ça. Coup, il y avait d'autres équipes aussi qui avaient ces méthodes-là. Et là, du coup, je vous renvoie à la table ronde de WeInnov précédente, où la vidéo est en ligne. Il y avait d'ailleurs quelques intervenants qui sont là ce soir. Goulven, Marie-Élise et Thomas, les 3 intervenants d'ailleurs. Il y a une chaîne YouTube WeInnov et c'est probablement là qu'on publiera aussi cette interview. Mais dans cette table ronde, on avait abordé ce sujet-là avec des product owners qui sont plus sur la partie digitale. Toi, tu étais vraiment sur le management du centre. Ouais. Alors, vas-y, tu allais dire comment ça marchait avec les équipes produits? Oui, moi je disais, ce sur quoi j'ai beaucoup aussi aidé, c'était le back-office d'Uber parce que forcément, je manageais une équipe de service client. Et du coup, eux, ils créaient leur propre back-office et il fallait qu'ils soient hyper efficaces pour les centaines de personnes qui s'occupaient du service client, que ce soit par email ou en personne. Et du coup, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec les développeurs à discuter de ce qui pouvait nous aider en tant que... C'était peut-être plus ça ton produit d'ailleurs, toi. Au final, oui, moi j'ai travaillé plus sur ce produit-là avec des développeurs que sur... des retours sur l'application ou la mise en place de nouvelles fonctionnalités sur l'application d'Uber. Mais j'assistais quand même à des sessions de feedback, j'étais là, c'était dans notre centre, donc forcément on était au milieu. Ouais, tu crées le terreau pour pouvoir... c'est pas forcément toi qui menais les interviews quali dont vous parliez, mais tu créais tout ce qui était possible de faire pour que ce soit facilité et que ça puisse arriver. Voilà, exactement. Et on en a eu beaucoup des choses à mettre en place,
qui ont pu nous aider en Et tant les, que... et les applis distribués auprès de 50 chauffeurs, c'était aussi grâce à vous que ça se faisait, parce que c'était les moyens de leur installer sur leur téléphone, quoi. Alors des fois ils avaient un petit peu du mal, Ils c'était venaient pas... chez vous, quoi, ce que je veux dire. Voilà, alors la plupart du temps quand même les chauffeurs qu'on sélectionnait, ils savaient comment ça marchait, on leur envoyait le lien parce que c'était pas des applis qui étaient disponibles Mais sur voilà, c'est ça. l'App Store et souvent ils l'avaient déjà fait 1 ou 2 fois et du coup ils savaient comment ça fonctionnait et voilà. Mais après ils venaient nous voir, ils nous disaient il y a un problème, il y a... J'ai eu ça à faire chez Deezer, je vous avais mis Voilà. un petit t-shirt de start-up. Chez Deezer, j'avais dû installer moi-même des applis sur les téléphones des journalistes bêta-testeurs. Voilà, c'est des choses qu'on fait dans les startups, tu fais pas ailleurs, parce que mais là t'as pas le choix, faut le faire, tu veux être sûr que ça marche. C'est des choses qu'on fait... Tu vas, tu prends leur téléphone, tu leur mets dedans. Surtout quand on a affaire avec des gens qui se sentent pas forcément très à l'aise avec un téléphone, un smartphone. Moi, le nombre de fois où quelqu'un est venu me voir en me disant mon Uber il est cassé et en fait j'ai juste rebooté son téléphone et il a cru que j'étais un génie de l'informatique, mais en fait non. Bon, j'ai fait comme si j'étais un génie de l'informatique. Voilà. Voilà. Quand même. J'ai laissé croire, mais moi au fond je savais que c'était pas vrai. C'est ce que tu dis. Je vous propose, du coup Clara va rester pendant l'apéro, donc il n'y a pas de souci. Je voulais juste remercier Stéphanie, puisque c'est elle qui nous invite ce soir. Donc Stéphanie qui est une consultante en communication indépendante et aussi en événementiel, qui est donc une des 4 fondatrices de la communauté Winov. Et donc merci Stéphanie de nous inviter ce soir. Tu as une question Très rapide en fait, tu as beaucoup parlé de ce que vous avez mis en place à San Francisco, mais il y a quand même des notions culturelles, j'imagine. Par exemple, vous avez ouvert aussi des centres à Paris. Est-ce qu'à Paris, vous avez mené des enquêtes aussi auprès des utilisateurs chauffeurs, par exemple, pour les accueillir en tenant compte justement des différences culturelles, juridiques, législatives qu'il peut y avoir dans un domaine comme ça? Alors, j'ai pas fait partie de l'équipe qui a monté le centre à Paris, donc j'en ai aucune idée, mais je sais qu'ils ont des équipes, et d'ailleurs moi je me faisais une joie à chaque fois de rencontrer des Français qui venaient de Uber Paris. Ils ont des équipes qui justement sont spécialisées en droit français, et ils font très attention à chaque fois qu'ils implémentent quelque chose dans un nouvel endroit, à ce que ce soit le plus possible dans la législation, parce que bon, ils sont quand même connus pour pas tout le temps la respecter. Et, dans la culture. voilà. Mais oui, je pense qu'ils prennent beaucoup en compte la culture, forcément, parce que le centre, nous, on avait créé un espèce de guide, un peu comme le concept d'un meuble Ikea, c'est-à-dire qu'on vous envoyait le guide avec comment créer son centre chauffeur Uber. Il vous faut ceci, cela, cela. Et les process qu'on avait... 4 iPads, forcément, ça c'est obligatoire. Et tous les process qu'on avait mis en place, comment ça fonctionnait. Mais j'imagine que tout le monde, après, a adapté ça à les besoins qu'ils avaient, le nombre de chauffeurs qu'ils avaient. Tout espace est différent, même au sein des États-Unis. Les problématiques que vont rencontrer des chauffeurs à New York ne seront pas les mêmes qu'à Los Angeles. C'est 2 villes qui ont des problèmes complètement différents quand il s'en vient à ça, et enfin aux produits Uber. Donc les équipes, c'est des équipes locales, et je pense que oui, elles font hyper attention à ce que ce soit adapté. Donc il y a peut-être moins de fraude chez Uber France, j'imagine qu'ils sont serrés la vis un peu plus avec les chauffeurs, mais voilà. Super, merci beaucoup Clara. Merci à tout le monde. Donc une interview détendue, c'est quoi? C'est ce que je t'avais promis, une interview détendue. C'est quoi une interview détendue? On parle toi et moi, j'apprends plein de choses, et il y a des spectateurs. Exactement. Et maintenant, je vous invite à ce qu'on prenne un petit verre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà. Et t'es là bientôt? Je serai en train de boire. T'es là bientôt, je pense que t'es partante pour des déj avec le réseau qui va bien ici. Voilà, exactement. C'est facile. Clara Trière, je suis la seule sur LinkedIn, donc vous me trouverez assez facilement. Tu passes encore des... Tu es encore en train de regarder un peu le... Encore, oui, voilà. je suis encore en train de regarder un petit peu sur leur... les opportunités. Toutes les opportunités. Donc voilà.